Les arboviroses. Introduction. Les arboviroses ont en commun la transmission par un arthropode vecteur, arbovirus pour arthropode borne virus, et un tropisme vasculaire, hépatique ou cérébral. L'expression clinique est polymorphe avec un syndrome aigu très fébrile et algique constant, syndrome de type Dang, compliqué selon le cas d'hémorragie, fièvre hémorragique, d'hépatite ou d'encéphalite. Elle connaît une extension géographique. Plus de 500 arbovirus identifiés, agents habituels de zoonose, une centaine est pathogène pour l'homme. La classification actuelle permet de distinguer les Togaviridae, les Bunyaviridae, les Reoviridae, les Radoviridae, les Flaviviridae. Les arthropodes hématophages, qui assurent la transmission, appartiennent à de nombreuses espèces. Moustiques, tiques, phlébotomes. La répartition des maladies humaines est calquée sur l'écologie des réservoirs animaux et des vecteurs. Rythme saisonnier, répartition géographique. La fréquence des arboviroses est plus élevée dans les pays tropicaux. Le diagnostic positif est surtout sérologique. L'isolement du virus est possible à partir du sang, LCR, pendant les 3 premiers jours. Virémie brève. Le traitement est symptomatique, sauf la ribavirine dans la fièvre de Crimée-Congo. La prophylaxie est essentielle, surtout la lutte antivectorielle et l'information des gens dans les régions à risque, et par la vaccination pour quelques arboviroses, comme la fièvre jaune. Les aspects cliniques. En dehors des formes inapparentes, 90% des adultes en milieu tropical, les arboviroses peuvent induire 0,3 types de manifestations cliniques, les formes algo-éruptives, les fièvres hémorragiques dont la fièvre jaune, les formes encéphalitiques. La fièvre jaune. Épidémiologie. Agent causal. Le virus de la fièvre jaune est un arbovirus du groupe B. Il appartient à la famille des Togaviridae. Il est le prototype du groupe taxonomique des flavivirus. En microscope électronique, il apparaît à des particules sphériques mesurant 3 à 38 iodalem de diamètre. Il comporte une partie centrale dense, le nucléocapside, ARN plus nucléoprotéines, et une double couche lipidique des membranes intracytoplasmiques. C'est un virus fragile et perd son pouvoir infectieux. Il est très sensible à l'action des solvants des liquides, comme l'éther, le chloroforme et les détergents, de même les protéases, inactivant rapidement le virus. Il conservait au froid de préférence à 70 centra ou au-dessous à des pH 7. Structures antigéniques. L'infection naturelle par le virus de la fièvre jaune est suivie par l'apparition d'assez décelables, par diverses méthodes sérologiques. Réservoir du virus. On considère classiquement que les singes et l'homme constituent des réservoirs du virus. En fait, la virémie n'est que de courte durée chez ces hôtes. Chez l'homme, le virus est présent dans le sang, à des concentrations suffisamment élevées pour infecter les moustiques pendant une période qui commence juste avant le début de l'infection et dure jusqu'aux 6 jours après. Celle-ci, en Afrique, on observe chez plusieurs espèces de singes, ils appartiennent à 0,3 familles. D'autres vertébrés ont été soupçonnés d'être des hôtes virémiques. Les arthropodes vecteurs. Tous les vecteurs efficaces du virus amaryle sont des alcidés, moustiques du genre Aedes. Les possibilités de transmission dépendent des contacts qui peuvent avoir les populations de ces moustiques avec les vertébrés hôtes naturels d'une part, avec la population humaine réceptive d'autre part. Le vecteur après ingestion d'un repas de sang, virémique. Le virus se réplique au niveau de l'épithélium de l'estomac avant de parvenir jusqu'aux glandes salivaires où il se multiplie. Il faut pour cela un certain délai. Qualité de période d'incubation. Extrinsèque, au bout duquel le moustique devient infectieux. La durée d'incubation extrinsèque diminue avec la température, tandis que la transmission est minime au-dessous de 18 degrés. Le moustique demeure infecté tout au long de sa vie, qui peut atteindre 1 à 2 mois. Pourtant tous les moustiques ne sont pas tous capables de transmettre le virus. Les principaux vecteurs de fièvre jaune en Afrique sont Aedes aegypti, moustique cosmotropical. Il existe 2 formes d'Aedes aegypti. La forme domestique, adaptée à l'habitat humain, et elle utilise essentiellement des gîtes larvaires artificiels, par exemple des pots utilisés pour stockage de l'eau, des pneus ou d'autres récipients. La forme sauvage a une distribution plus large et se produit dans des gîtes naturels, par exemple les mares d'eau stagnantes. Modalité de la transmission en Afrique. Pendant une vingtaine d'années, après que Regdent découvert à Cuba que la fièvre jaune était transmise à l'homme par Aedes aegypti. L'homme constitue l'unique hôte sensible chez les vertébrés et le moustique Aedes aegypti, l'unique vecteur. Comme pour tous les arbovirus,
La transmission du virus de la fièvre jaune suppose l'existence d'une virémie chez l'hôte vertébré, l'existence d'une réplication du virus chez les arthropodes vecteurs. Des conditions bioclimatiques assurent ces deux phénomènes, ainsi que les contacts entre les populations des vertébrés et les populations des vecteurs. Si ces conditions sont réunies, la propagation du virus pourra avoir suivant un ou plusieurs cycles de type classique. Vertébrés infectés, vecteurs, vertébrés réceptifs. Les conceptions actuelles de l'épidémiologie de la fièvre jaune. On distingue des zones épidémiologiques. En Afrique, plusieurs zones épidémiologiques se caractérisent par leur climat, leur végétation et la nature du cycle de transmission. Zones endémiques. Forêts tombrophiles de l'Afrique centrale, où la transmission selvatique prédomine. Zones d'émergence qui regroupent la savane humide et semi-humide. Zones épidémiques dans la savane plus sèche. Évolution. Hôtes vertébrés. Les hôtes vertébrés naturels sont des primates. Les principaux appartiennent au groupe suivant. Les oustéties, Calitrix. Les singes araignées, Attels. Les Capicinus, Cebrus. Les sagouillés. Arthropodes vecteurs. Hormis Aedes aegypti, qui est répandu dans les villes, même caractère Aedes. Les vecteurs américains du virus de la fièvre jaune appartiennent au genre Aemagongus sabet. Schéma épidémiologique proposé. Le cycle selvatique, uniquement forestier et européen, met en jeu une circulation du virus parmi les primates par l'intermédiaire de certains aémagonaires. Le cycle urbain peut s'observer à la suite du précédent lorsqu'un sujet porteur du virus gagne la ville, où il entre avec une densité élevée d'Aedes aegypti domestiques. En conclusion, la situation épidémiologique de la fièvre jaune sur le continent américain est nettement différente de celle de l'Afrique. L'étude de l'action du virus est rendue facile par la de la plupart des singes américains à la fièvre jaune. Les cas humains sont peu nombreux, mais peut détecter les premiers cas, la rareté des campagnes de vaccination en milieu rural. Bonne interprétation des enquêtes épidémiologiques. 2. Anatomie pathologique. L'examen macroscopique du cadavre. Un ictère souvent plus foncé qu'au moment du décès. Des hémorragies disséminées. Estomac, intestin, vessie, séreuse, foie, poumon. Un foie stéatosique, modérément hypertrophié. L'examen microscopique. Le rein. Moins caractéristique et très variable dans son intensité. Néphrose du bas néphron. Lésions glomérulaires. Le cœur. Dégénérescence graisseuse ou hyaline des fibres myocardiques. Lésions nécrosées. Surrénale. Nécrose des spongiocytes et des inclusions intranucléaires. La rate. Hypertrophie. Différenciation. Cellulaire des capillaires de Malpighi. Le cerveau. D'une part des lésions focales, périventriculaires, hémorragie avec ou sans infiltration lymphatique, et d'autre part, quelques rares altérations cellulaires. 3. La physiopathologie. La physiopathologie des infections à arbovirus est mal connue. On sait que le mode habituel de contamination de l'hôte vertébré est l'ingestion de salive virulente par piqûre par l'arthropode vecteur, une réplication virale au point d'inoculation, puis au niveau des ganglions lymphatiques correspondants. La réplication qui se produit dans ces tissus est à l'origine de la virémie plus ou moins intense et prolongée. Transport du virus aux organes cibles, variation en fonction de l'agent en cause. La dissémination par voie sanguine est presque immédiate, confirmée par la mise en évidence du virus dans les leucocytes, puis dans les ganglions lymphatiques éloignés. 4. La clinique. Nous prenons comme type de description la forme majeure complète, la mieux connue et la plus facilement identifiable. L'incubation silencieuse est habituellement de 3 à 6 jours. Apparition brutale d'une fièvre à 39 degrés avec frisson. Céphalées intenses et constantes. Nausées, parfois vomissements alimentaires, puis bilieux. En quelques heures plus tard, le malade entre dans la phase d'état. La phase d'état. L'évolution de la maladie va se dérouler d'une façon cyclique en 2 phases séparées ou non, par une rémission selon la description classique de Dutroléo. La phase rouge, d'une durée habituelle de 3 jours, contemporaine de la virémie, elle regroupe les signes suivants. La fièvre est augmentée entre 39 et 39,25 degrés C, mais avec un pouls amorçant une dissociation, signe de Fagel. Des algies diffuses, céphalées, mais aussi des lombalgies, myalgies, arthralgies. Des signes cutanéo-muqueux doivent attirer l'attention. Langue saburale et lèvres rouges, injection conjonctivale et larmoiement. L'érythème est très marqué au niveau du scrotum et des grandes lèvres.
Parfois, on observe un rash scarlatiniforme ou maculeux. Chez les Noirs, ce syndrome se résume à l'injection conjonctivale qu'il faut penser à rechercher. À cette triade fondamentale s'ajoutent des signes digestifs, anorexie, vomissements, haleine fétide, soif intense. Toutefois, l'abdomen est souple, le foie et la rate sont de volume normal. Très inconstamment, on peut observer quelques signes neurologiques, anxiété, agitation, prostration, insomnie, mais le LCR est normal. Parfois encore, à la fin de cette phase, quelques éléments, valeur d'orientation, hémorragie discrète, épistaxis, gingivorragie, atteinte rénale, oligurie, albuminurie, une rémission. D'ailleurs inconstante, elle sépare la phase rouge de la suivante, phase jaune. Durant généralement 12 à 36 heures, elle est caractérisée lorsqu'elle est nette, par une triade, la fièvre vers 38 degrés, une disparition du malaise général et des céphalées avec sensation de bien-être. Très rapidement apparaît alors la phase jaune, succède à la première, avec ou sans phase de rémission. Cette phase est annoncée par l'apparition de la fièvre vers 39 degrés et des signes généraux. Le malade est agité et anxieux. Elle traduit l'atteinte viscérale. Elle est traduite par 4 symptômes caractéristiques. L'ictère, son intensité peut varier d'un simple subictère conjonctival à un ictère cutanéo-muqueux qui ne devient intense que tardivement. Il est positif à un état congestif de la peau, qui est par ailleurs sèche et chaude. Il faut parfois effacer l'érythème cutané par la pression du doigt pour faire apparaître l'ictère, c'est le signe de la tache. Quant aux transaminases très élevées, elles n'ont pas obligatoirement un sens péjoratif. Il est à noter que la fièvre jaune est moins grave chez l'enfant et le sexe féminine. 5. Les formes cliniques. Forme foudroyante, fulminante. Évolue très rapidement vers la mort dans les 4 premiers jours. Elle réalise des tableaux de méningo-encéphalite aiguë, insuffisance rénale suraiguë, d'ictère grave ou de syndrome malin, fièvre augmentée, adynamie, hémorragie, collapsus. Forme atypique, à détermination viscérale dissociée ou inhabituelle. Forme à prédominance hépatique, peut être mortelle. L'ictère est très prononcé et peut se prolonger assez longtemps. Le foie est hypertrophié et douloureux, poule lent. Il peut être très difficile de distinguer ces formes d'une hépatite virale commune. Forme à prédominance rénale, elle, une évolution plus lente, parfois plus nettement diphasique, le décès peut résulter d'un coma urémique plus ou moins retardé. Forme hémorragique, rapide et fatale, atteinte hépatique ou rénale manifeste. Forme cardiovasculaire, caractérisée par un collapsus plus ou moins mortel, précoce ou retardé. Forme nerveuse, rare, réalisant du moins au début un tableau de méningite à liquide clair. Les formes paralytiques sont en net fait exceptionnelles. Forme surrénalienne, généralement assez bénigne, marquée par une adynamie, une bradycardie. Forme mineure, sans détermination viscérale apparente. Elle se résume à un épisode fébrile polyalgique, d'allure grippale, durant tout à 6 jours, où certains signes peuvent être pris en considération. L'absence de manifestations respiratoires. Injection conjonctivale, érythème cutané. Notes nerveuses, délire, évolution diphasique. Une albuminurie, une augmentation discrète des transaminases sériques peuvent s'observer. Formes trompeuses sont certainement très fréquentes et leur incidence épidémiologique s'avère considérable. 6. Le diagnostic. À ce stade se retrouvent constamment les signes biologiques de l'atteinte hépatique. Les vomissements souvent très pénibles accompagnés d'épigastralgie, parfois très vives. Ils deviennent rapidement les hémorragies. Toutes les muqueuses de la cavité buccale prennent une couleur rouge foncé et saignent. Gencives, parois internes des joues. On observe en effet, outre les vomissements des épistaxies, du méléna, des métrorragies, parfois des hématuries. Le syndrome rénal, objectivé cliniquement par une oligurie voire une anurie. L'évolution. L'évolution va se faire vers la mort ou la guérison. Lorsque l'évolution est favorable, la fièvre diminue en lysis dès le début de la semaine, la diurèse reprend, crise urinaire, l'albuminurie disparaît, les signes digestifs et nerveux s'amendent rapidement souvent, l'ictère persiste d'autant plus longtemps qu'il était plus marqué au début. La convalescence est toujours longue, marquée par une asthénie profonde. La guérison se fait sans séquelles et une immunité solide et durable s'installe. La mort, lorsqu'elle survient, a lieu généralement du 7e au 10e jour, soit lors d'un collapsus à l'occasion des vomissements, soit par hémorragie, ou soit par un coma hépatique ou rénal. Le pronostic. Ils sont considérés comme des arguments péjoratifs.
Des signes généraux graves. Fièvre plus de 40 degrés Celsius. L'apparition précoce de l'ictère, 3e jour, d'un coma, collapsus, syndrome hémorragique, anurie, albuminurie dès le 2e jour, hyperbilirubinémie dès le 3e jour, une azotémie plus de 1G. TP25% dès le 5e jour. Le diagnostic positif. Des arguments épidémiologiques. Absence de vaccination. Habitant ou venant de quitter une zone rurale subtropicale, africaine ou américaine, comprise dans l'aire de répartition de la maladie. Des arguments cliniques. Plus de 2 éléments au moins de la triade. Ictère hémorragie albuminurie dans un contexte symptomatologique, aigu fébrile, polyalgique avec congestion cutanée muqueuse. Des arguments biologiques, FNS, leucopénie avec granulopénie, VS augmenté, troubles de la coagulation, surtout dans les formes à ictère intense, hyperazotémie, hyperbilirubinémie, augmentation des transaminases, hypercholestérolémie. Dans les urines, albuminurie constante et son taux est en rapport avec la gravité, 40G/L dans certaines formes. Parallèlement, le pH urinaire est bas, l'urée urinaire varie avec l'atteinte rénale. En plus de la clinique, les examens paracliniques courants, les examens virologiques sont nécessaires pour affirmer le diagnostic et qui sont souvent difficiles à mettre en œuvre. Ils sont surtout nécessaires dans certaines formes atypiques et inapparentes. 3 examens sont souvent utilisés. Examen virologique. L'isolement du virus. Il doit être réalisé dès l'apparition des premiers signes. Virémie brève, le sang doit être relevé avant le 3e jour, date au-delà de laquelle les chances d'isoler les virus diminuent. On peut parfois isoler le virus à partir du LCR, du foie, BF dangereuse, ou post-mortem, il apporte une certitude du diagnostic. Sérodiagnostic, il fait appel aux réactions classiques des arboviroses. L'inhibition de l'hémagglutination, elle ne peut être réalisée que pour des virus possédant une hémagglutinine, fait appel à des GR doigts, les AC ainsi décelés apparaissent dès la fin de la virémie, four au 8e jour, et persistent longtemps, plusieurs années. Fixation du complément, plus tardivement, 10 au 15e jour, et persistent quelques semaines ou mois. Ils peuvent déceler des infections relatives ou récentes, plus spécifiques. Séroneutralisation, la plus spécifique. Les anticorps neutralisants apparaissent très tôt, four, 8e jour, et persistent très longtemps, plusieurs dizaines d'années, parfois toute la vie. ELISA, pour les anticorps au moyen d'une provirale spécifique du virus amaryle, présente une sensibilité et une spécificité supérieures à celle de la réaction de fixation du complément et la réaction de l'inhibition de l'hémagglutination et donne des résultats équivalents à ceux de la séroneutralisation. Quelles que soient les techniques utilisées, le diagnostic sérologique ne peut être posé que si on observe une augmentation significative du taux des anticorps, tout prélèvement à tout, semaine d'intervalle. L'anatomie pathologique. L'anapathe du foie est très utilisée, non pas tant sur les fragments d'organes prélevés du vivant malade par PBH, dangereuse, que post-mortem après autopsie ou surtout viscérotomie. On peut ainsi identifier rapidement, 48H, la nature d'une affection ictérique mortelle, épidémique ou non. Toutefois, il ne peut pas toujours affirmer le diagnostic d'hépatite amaryle. Les lésions histologiques au niveau du foie sont les suivantes. Dégénérescence graisseuse, constante, petite plage, cellules graisseuses disséminées dans les lobules hépatiques, une dissociation trabéculaire prédominant dans la zone médio-lobulaire, une nécrose hépatocytaire très suggestive mais non absolument spécifique prédominant dans la zone moyenne. D'autres lésions sont encore décrites au niveau des reins, nécrose et stéatose des cellules épithéliales des tubules et des cellules bordant la capsule de Ruhlmann, au niveau des surrénales, du cœur et du cerveau. Diagnostic. Différentiel. En pratique, seule la forme typique complète peut être diagnostiquée par le clinicien. Il va de soi que la situation sera bien différente dans les SIA isolés ou en période épidémique. Au début, la coagulation est possible avec d'autres maladies fébriles tropicales ou non, notamment le paludisme. Pas de dissociation entre le pouls et la température. Intérêt, frottis sanguin et gouttes épaisses. Bien entendu, l'association fièvre jaune et paludisme est tout à fait possible. L'apparition de l'albuminurie est alors un élément, encore qu'elle puisse faire discuter une fièvre bilieuse hémorragique, une borréliose tique, une rougeole chez l'enfant, une grippe,
Au cours de la phase d'état, diagnostic des ictères fébriles, l'hépatite virale, épidémique, surtout en Afrique, le paludisme, la leptospirose. Dans sa forme ictéro-hémorragique, pose de PL difficile, surtout en Amérique intertropicale. Même chronologie que la fièvre jaune. 7/le traitement. Le traitement symptomatique. Il n'existe aucun traitement spécifique actif sur la fièvre jaune déclarée, ni chimio, ni sérothérapie. Le traitement est symptomatique. Il comporte le repos. Il faut éviter toute fatigue, tout effort, tout déplacement inutile. Sous moustiquaire pendant les 6 premiers jours. Les vomissements, voix étivée, vomissements et intolérance alimentaire. On se basera sur l'ionogramme. L'hémorragie. Le traitement de l'état de choc doit être instauré dès l'apparition des signes caractéristiques, agitation, léthargie, extrémité froide, cyanose, poule rapide, pincement de la différentielle. Il consiste à l'administration 4 massive de liquide, de sang, de plasma ou substitut de plasma. La tension artérielle et l'état d'hydratation doivent être contrôlés. Il faut spécialement éviter l'hyperhydratation susceptible d'entraîner un œdème pulmonaire et une défaillance cardiaque. Vomissements, nausées, douleurs abdominales. Méthoclopramide. Plus, la voie rectale peut être indispensable. Phénothiazine. Vomissements intenses, nausées, délire. Signes d'instabilité hémodynamique. Les hémorragies. Sonde nasale pour éviter les sécrétions acides de l'estomac. Administration des antiacides ou de la cimétidine pour diminuer les sécrétions acides. Des transfusions de sang surtout parfois nécessaires en cas d'hémorragie intense. Il faut estimer la spoliation sanguine, vomissement, hémorragie, et déterminer l'hématocrite, la vitamine K selon certains, des doses augmentées surtout très utilisées, mais c'est discuté parce que métabolisme est diminué en raison des lésions hépatocytaires. L'héparine semble atténuer la gravité des troubles de la coagulation résultant de la fièvre jaune, mais sans prolonger la vie des malades. L'insuffisance rénale, l'oligurie ou l'anurie. Mauvais pronostic. La cause de l'IRA est mal connue. Nécrose tubulaire aiguë. Le dosage de la créate, électrolyte, permet de différencier une urémie pré-rénale d'une nécrose tubulaire aiguë. Le traitement de l'urémie pré-rénale nécessite la correction de l'hypervolémie. Les indications de la dialyse sont surcharge liquidienne, hyperkaliémie, acidose grave, troubles neurologiques, hyponatrémie grave et l'hypercatabolisme. Le délire. Possible au dernier stade de la maladie tranquillisant diazépam, surveillance du malade. Plusieurs paramètres doivent être suivis attentivement. Température, TA, pouls, quantité de liquide perdu par vomissement ou dans les urines. Lâcheté, urée sanguine, séra, natrémie et kaliémie, quotidiennement ou plusieurs fois de même que les mêmes paramètres urinaires. Le fonctionnement hépatique. FNS, TP, FDF, chimie des urines. Gazométrie sanguine artérielle, CpCO2, plus CO2 total et pH. Une fois passée la période critique, la convalescence doit faire l'objectif d'une surveillance attentive et prolongée en raison de risques de collapsus. Le traitement prophylactique. La fièvre jaune est une maladie à déclaration obligatoire en Algérie. Elle demeure une menace permanente en Amérique et en Afrique tropicale. Les mesures de protection concernent surtout lutte contre les vecteurs, tout aspect, mesures préventives, dans les habitats humains et visent Aide Égypte, réduction du nombre de sources. Emploi d'insecticides, le thémophos est sans danger pour l'homme. Divers insecticides sont utilisables à part les organophosphorés, développent des résistances. Mesures en situation d'urgence. La mesure la plus fréquente est de combattre les vecteurs de la fièvre jaune épidémique, et il consiste à décimer rapidement parmi les moustiques vecteurs qui piquent l'homme de façon à interrompre la transmission ou la réduire dans les meilleurs délais en utilisant les insecticides appropriés en pulvérisation spatiale, AD, et des larvicides. La vaccination. On dispose de 0,2 vaccins. La tolérance. Réaction anaphylactique, fièvre, prurite, éruption. Réaction vaccinale proprement dite due au virus vaccinal vivant equal sign infection inapparente. Réaction précoce, four IME 6 et MM, jour contemporaine de la virémie. Il donne des infections bénignes, brèves et sans danger, les 0,2 vaccins. Réaction tardive, principale complication surtout avec vaccin. Ce sont les méningo-encéphalites post-vaccinales.
Il conserve surtout les nourrissons et les enfants de moins de 12 ans. Entre un 113 e jour avec une symptomatologie riche et variée avec tous les degrés de gravité. Les contre-indications. La grossesse, vaccin vivant, on peut l'utiliser en CA de risque très élevé. L'allaitement n'est pas une contre-indication. Hypersensibilité variée aux protéines de l'œuf. L'ID est également une contre-indication. Lymphome, corticothérapie pendant plus de 12 semaines. Patient VIH. Les indications. Vaccination individuelle après 1 an. Il est d'usage de laisser un délai de 3 mois après avec un repos de fourre-jour. Vaccination de masse. Séjour dans une zone d'endémie, même discrète. Schémas vaccinaux. Une injection en SC. La vaccination est valable 10 ans et commence 10 jours après la primo-vaccination. Si revaccination, pas de délai prolongé 1 an encore. Elle peut être administrée avec des vaccins de l'hépatite A, B, tétanos, polio, encéphalite japonaise et avec les vaccins atténués et les antipaludéens. Administration dans un centre de vaccination agréé et d'être inscrite dans le certificat international de vaccination de l'OMS Carnet jaune. 3. La surveillance en zone d'endémie. Elle doit concerner les singes, études sérologie, vérification anapathe des signes morts, Amérique, les essais d'isolement et de conversion sérologique éventuelle d'animaux sentinelles, les hommes, détection des CAS suspects et confirmation du DGC de FJ par enquête séro-épidémiologique, les vecteurs potentiels, la nature, la répartition et la fréquence, par précision des villages infectés avec vérification régulière de tous les gîtes plus récipients de stockage. On utilise généralement pour évaluer la densité d'A. aegypti l'indice. B. Forme éruptive dengue. Fourvirus, sans immunité croisée, appartenant au Flaviviridae, transmis par des moustiques Aedes, Aedes aegypti, Aedes albopictus, en sont responsables. Elle sévit en zone intertropicale, Pacifique, Amérique du Sud et centrale, Caraïbes, Moyen et Extrême-Orient et à moindre degré l'Afrique. Généralement bénigne, fièvre aiguë algique éruptive, elle guérit spontanément en 1 semaine sans séquelles, mais des formes graves voire fatales peuvent survenir caractérisées après un début classique par la survenue vers 3 à 4 jours d'hémorragie et de choc par fuite capillaire. Dengue hémorragique, dengue choc syndrome. Le traitement est surtout symptomatique et prophylactique. Vaccin en cours d'étude, syndrome apparenté ou dengue-like. On dispose de tout vaccin. La tolérance. Réaction allergique. Réaction anaphylactique ou bien maladie sérique, 9 e jour. Fièvre, prurite, éruption. Réaction vaccinale proprement dite due au virus vaccinal vivant equal sign infection inapparente. Réaction précoce, four ENM 6 e jour contemporaine de la virémie, il donne des infections bénignes, brèves et sans danger. Réaction tardive. Principale complication surtout avec vaccin. Ce sont les meningo-encéphalites post-vaccinales. Ils conservent surtout les nourrissons et les enfants de moins de 12 ans. Entre un 113 e jour avec une symptomatologie riche et variée avec tous les degrés de gravité. B. Forme algo-encéphalitique. Dengue. Fourvirus. Sérotype, sans immunité croisée, appartenant aux Flaviviridae, transmis par des moustiques Aedes, Aedes aegypti, Aedes albopictus, en sont responsables. Elle sévit en zone intertropicale, Pacifique, Amérique du Sud et centrale, Caraïbes, Moyen et Extrême-Orient et à moindre degré l'Afrique. Généralement bénigne, fièvre aiguë algique éruptive, elle guérit spontanément en 1 semaine sans séquelles, mais des formes graves voire fatales peuvent survenir caractérisées après un début classique par la survenue vers 3 à 4 jours d'hémorragie et de choc par fuite capillaire, dengue hémorragique, dengue choc syndrome. Le traitement est surtout symptomatique et prophylactique. Vaccin en cours d'étude syndrome apparenté ou dengue-like, ces formes encéphalitiques. En France, il s'agit essentiellement de méningo-encéphalite saisonnière européenne à tiques due à Flaviviridae, qui sévit en Alsace et en Lorraine. L'homme est contaminé de l'été à l'automne par piqûre de tiques au cours en forêt. Le tableau clinique, après un syndrome d'allure grippale sévère. Des patients développent une méningite ou méningo-encéphalite parfois létale ou laissant des séquelles, paralysie. L'encéphalite japonaise s'est étendue en 50 ans au reste de l'Asie jusqu'à l'Inde transmise par la piqûre de moustique Culex. Elle sévit en zone rurale, rivière et l'élevage de porcs, réservoir du virus.
Les formes symptomatiques sont rares, mais grevées d'une létalité élevée et surtout de séquelles graves. Elle est en voie de contrôle grâce à la vaccination très utilisée en zone d'endémie. Historiquement africaine, est due à un flavivirus transmis par piqûre de moustique culex. En France, aucun CAS humain n'a été observé depuis l'épidémie de 1960, mais circulation du virus est surveillée chez les oiseaux et les chevaux. L'épidémie de West Nile, introduite en 1999 sur la côte est des USA, s'étend à l'ensemble de l'Amérique du Centre. Des formes encéphalitiques sévères sont observées chez les personnes âgées. Le traitement est symptomatique et prophylactique avec vaccin.